Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec Karine Orio, Joël Compaoré et Mamoudou Mara. Zoom à présent sur le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, où l'ONU dénonce de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'Union africaine est appelée à mettre sur pied un tribunal pour que justice soit rendue. C'est un sujet de Corinne Kamsefehem. Dans son rapport au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme du Soudan du Sud déclare que de nombreux incidents documentés pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À cet effet, cette commission invite l'Union africaine à mettre en place dans l'urgence un tribunal pour le Soudan du Sud. Celui-ci serait chargé de poursuivre les auteurs de crimes odieux et de rendre justice aux victimes de violences sexuelles, de torture et d'autres violations des droits de l'homme. Ce ne sont pas des incidents de violence sexuelle aléatoires, mais un schéma systématique généralisé et caractéristique du conflit au Sud-Soudan, où le viol et les violences sexuelles sont utilisées comme tactique de guerre contre les femmes et les filles par toutes les parties belligérantes pour s'aimer la terreur et la peur parmi la population civile. Dans l'urgence, la mission de paix des Nations Unies au Soudan du Sud avait déjà déployé des tribunaux mobiles dans certaines localités pour lutter contre l'impunité. De son côté, le gouvernement fait savoir que depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018, la situation des droits de l'homme s'est améliorée dans le pays. Le tribunal peut avoir pour objectif de régler les questions purement judiciaires en vue de permettre un climat de pacification beaucoup plus rationnel. Mais en même temps, ce processus peut impliquer plusieurs acteurs qui sont aujourd'hui partie prenante de l'accord de paix, ce qui d'ailleurs amène le gouvernement à ne pas être très favorable pour cette décision. En décembre 2013, le Soudan du Sud a plongé dans une guerre fratricide avec un lourd bilan humain. Les chiffres d'une étude publique publiée en septembre 2018 estiment à 380 000 le nombre de morts. À côté de cela, les violences sexuelles touchent de nombreuses femmes et 25% des victimes de ces violences seraient des enfants. Alors, Monsieur Mara, les accusations de l'ONU se basent sur un dossier qui inclut 58 001 documents et des témoignages de 230 témoins. Comment expliquer l'inaction de l'Union africaine à tel point que ce soit les Nations Unies qui appellent sans cesse à mettre en place un tribunal ? L'Union africaine, c'est un syndicat de vétérans de présidents. Donc forcément, quand on est vétéran, on est plus des papilles, plus à la retraite que dans l'action. Et je pense que le problème qui se passe au Soudan du Sud, ils s'en foutent complètement, ça les intéresse pas autant. Mais à côté des 300 000 morts dont on constate aujourd'hui, d'après les rapports qui font figure, je pense qu'il est important que les Soudanais eux-mêmes prennent leur destin en main. Parce que c'est pas, en tout cas, ceux qui sont aujourd'hui... En ont-ils les moyens ? Ils n'ont pas les moyens, mais il faut qu'ils créent les moyens de leur propre politique. Je pense que la nature humaine, on n'a jamais les moyens de ce qu'on veut faire, mais quand on a la volonté, on peut arriver à trouver des solutions, des voies humaines. Le Rwanda a pu, par sa propre culture, par sa propre expérience, à construire une nation stable. Mais au-delà, le fait que les Nations Unies s'investissent dans le problème, ça peut être une très belle porte de sortie. Mais je ne crois pas trop, avec l'histoire du président Laurent Gbagbo et de son ministre, je ne crois pas trop à une issue favorable, parce que quand on voit ce qui se passe au niveau de la CPI, je reste en tout cas sur ma faim sur des véritables velléités de la raison d'être même de la CPI. Karine. Oui, alors il est vrai qu'effectivement on est en tant qu'Africains, en général, on se pose toujours la question de savoir la question de l'efficacité de l'Union africaine en ce qui concerne la gestion des conflits sur nos territoires. Moi, je serais beaucoup moins dure que vous, parce que je pense qu'en ce qui concerne la réconciliation, et comme on l'a vu avec le Rwanda, les Rwandais ne se sont pas réconciliés par eux-mêmes. Il faut toujours une personne étrangère pour venir faire de la médiation et de la réconciliation. Et donc, si on peut le faire, nous, en tant qu'Africains, je pense que c'est toujours la bienvenue, même si, effectivement, cette procédure de réconciliation n'intervient pas tout de suite à travers, effectivement, la mise en place des tribunaux et de cette justice, comme ils l'appellent, cette justice hybride. Non, je pense que
aujourd'hui, effectivement, les Soudanais ne peuvent pas le faire tout seuls, parce que c'est encore un climat qui est un climat hyper fragile, et que dans ce processus, c'est important quand on reconnaît aux victimes la position de victime. Ça permet aussi, c'est un processus de réconciliation, et quand effectivement on condamne les coupables. Mais pour cela, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, allez-y. Moi, je dirais que le Soudan est un pays neuf. Pour rappeler, c'est en 2011 que le Soudan du Sud, oui, je vais dire. C'est en 2011 qu'ils ont pu acquérir leur indépendance. Et les premiers combats ont commencé en 2013, dû à la rivalité entre le président et le vice-président Riek Machar et Salva Kiir. Donc, je dirais que le problème est aussi politique. Donc, pour arriver à aller vers, comment dirais-je, aller vers la justice, il faut d'abord régler ces problèmes politiques. Justement, ce problème, allez-y. C'est une région très complexe, avec des jeux d'alliance croisés, avec l'Éthiopie d'un côté, l'Ouganda de l'autre, et la Chine aussi comme acteur. Et la guerre interne qui se joue là, c'est un jeu c'est au niveau de la géopolitique que ça se joue. Donc, oui, mais moi je pense que justement, c'est là où justement les pairs, comme on l'a dit tout à l'heure, les vétérans qui sont dans l'Union africaine peuvent justement jouer le rôle. On sait comment ça se passe quand il y a un conflit dans nos pays et comment en fait la politique de l'oral, c'est-à-dire qu'on fait asseoir les différentes parties et on essaie de trouver justement des solutions pour qu'il y ait au moins un dialogue, etc. Et je pense que c'est important, même si effectivement cette Union africaine a traîné des pas, mais je pense que là, elle a tout son rôle à jouer parce que elle peut effectivement aboutir à quelque chose dans cette étape effectivement de reconnaissance en tout cas de crime. Alors je voudrais juste préciser que pour l'instant un accord de paix a été signé justement entre les deux principaux rivaux, un accord de paix qui selon les études a contribué quand même à une baisse des violences dans ce pays. Allez-y, Monsieur Mara. Oui, je voulais juste revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très juste, parce que ça sort de la tradition africaine. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes en Afrique, en général, on s'assoit, il y a un médiateur qui vient pour calmer les belligérants, en tout cas pour calmer les deux parties. Mais pour que cette réconciliation soit faite, il faut que celui qui vient pour parler soit dans un cadre véridique. Celui qui vient pour parler dise la vérité aux deux personnes qui sont en conflit. Et on constate que comment voulez-vous que quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, qui vienne expliquer à l'autre, ben, tu écoutes, tu peux quitter le pouvoir ou tu peux faire ça. Quelle est la moralité, quelle est la caution morale de cette personne, pour la crédibilité de cette personne pour être intermédiaire dans un conflit. Ouais. Ce que je veux dire par là, clairement, c'est que l'Union africaine aujourd'hui n'a aucune capacité, aucune crédibilité face aux problèmes qui se posent dans l'Afrique. Si l'Union africaine devait prendre langue en Afrique, on n'aurait peut-être pas connu la guerre dans certains climats, dans certains pays d'Afrique aujourd'hui. Non, moi je suis pas d'accord. Moi je pense que non, là je suis absolument pas d'accord. Ce que vous dites sans aller jusqu'au bout, quand vous dites que quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire qu'aujourd'hui Paul Kagame ne peut pas, lui, quand il était président par exemple de l'Union africaine, il avait la possibilité lui d'intervenir dans des conflits ou de ne pas intervenir dans des conflits. Expliquez-moi, puisque son pays a connu un génocide, il était aussi concerné par cela, même si... Il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas que des présidents qui s'éternisent au pouvoir. On l'a vu en Afrique de l'Ouest où il y a quand même... Le fait de s'éterniser au pouvoir, parce que ce que je veux comprendre, c'est le fait de s'éterniser au pouvoir, fait de vous, de fait, un coupable de ce qui se passe dans un autre pays? Non, je ne dis pas, ne faites pas de vous un coupable de ce qui se passe dans votre pays, mais fait de vous... Vous avez moins de crédibilité crédible à parler à deux personnes qui sont des belligérants, à parler de crédibilité de gestion de pouvoir. Ça peut être perçu aussi comme une... je ne comprends pas ce critère. Il peut être perçu aussi, M. Mara, comme quelqu'un de très expérimenté. Si c'était de quelqu'un de très expérimenté, en tout cas, son pays allait décoller. Moi, je dirais que vous êtes assez dur avec l'Union africaine, parce que quand on voit une institution comme l'ONU, qui dispose des moyens considérables, c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de guerre dans le monde. Donc vous ne pouvez pas imputer cet échec-là à l'Union africaine. Je pense que l'Union africaine fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Donc maintenant, qu'il y ait des guerres, et il y en aura,
Mais maintenant, il faut que nous, en Afrique, on puisse trouver un moyen de pouvoir régler nos conflits à notre manière. Mais ne soyez pas si dur avec l'Union africaine. Parce que l'ONU, en ce qui concerne l'Union africaine ne peut pas faire plus que ce qui a été fait. Parce que pour l'instant, il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied en 2014 pour faire la lumière sur ces violations. Mais il ne faut pas se contenter de mener des enquêtes. Il faut dire même déjà que le Soudan du Sud est l'échec d'abord de l'ONU. Parce qu'en premier lieu, ce n'était pas l'Union africaine qui était en première ligne. Vous dites justement que c'est à l'Afrique de prendre ses responsabilités. Justement, oui, je suis d'accord. Mais quand on arrive dans une telle situation, c'est un panier à crabes. Comme je vous dis, c'est une région très complexe, avec le vice-président qui a fait une rébellion en 2013, qui était soutenu par l'Ouganda. Derrière, nous avons le Soudan du Nord, qui soutient le président Salva Kiir, et nous avons aussi l'Éthiopie, et derrière nous avons une puissance telle que la Chine. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour le pétrole, la manne du pétrole. Et on a vu que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, un peu partout, les conflits pour l'énergie ne sont pas prêts de s'arrêter, car c'est le nerf de la guerre. Et au-delà de l'Union africaine, au-delà de l'ONU, il faut être un peu modeste et puis dire, bon, il faut qu'on avance un peu, pas à pas, et doucement, il ne faut pas être... Non, il y a deux choses qu'il faut voir, fondamentalement. L'ONU existe parce que les puissances occidentales ont voulu que l'ONU existe. L'ONU existe parce qu'ils ont les États-Unis, qui sont les plus grands donateurs, décident de ce qui se passe de la politique de l'ONU, voilà, principalement. Et pour l'Afrique, ce que je veux fondamentalement qu'on comprenne, c'est que qui est capable de me citer 3 exemples des bienfaits de l'Union africaine sur les populations qu'ils représentent sur le continent, à l'échelle du continent? Non mais, vous ne pouvez pas, le tableau n'est pas si noir que ça pour l'Union africaine. L'Union africaine, non mais attendez, que ce soit une institution effectivement avec des vétérans comme vous l'avez dit, ok, on vous l'accorde, effectivement, que ce soit une institution qui n'ait pas les moyens financiers nécessaires, d'accord. On est d'accord avec vous. Mais votre Union africaine dont vous parlez, c'est que vous la calquez sur l'Union européenne ou sur une lecture qui est complètement une lecture occidentale. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Union africaine intervient et est intervenue notamment dans le conflit sur la Libye. Vous êtes au courant. Même si aujourd'hui, effectivement, on n'a pas pu trouver d'accord, mais c'est une Union africaine qui essaye aussi à sa manière. Je suis une des premières à dire effectivement que cette institution est vieille, c'est insuffisant, mais on ne peut pas noircir complètement le tableau. Ce que je veux dire, l'objectif principal de l'Union africaine, c'est de défendre les intérêts de l'Afrique. Vous parlez du problème libyen. L'Union africaine a certainement intervenu, mais la voix que doit porter l'Union africaine a été moindre. On a moins entendu l'Union africaine sur des problèmes africains que sur des problèmes occidentaux. Ce que je veux que nos dirigeants, nos leaders, c'est que quand il y a un problème, qu'ils viennent, qu'ils prennent le sujet à bras le corps, même si... Sans que ce soit de l'ingérence. Ingérence, ça dépend. Vous devez aussi tenir compte de cela. Oui, mais il ne faut pas oublier. Ce que l'Afrique a ses réalités. Et les réalités africaines sont différentes des réalités européennes. Il faut qu'à un moment donné, qu'ils comprennent que quand il y a un problème entre le Mali et le Sénégal, qu'un président ivoirien vienne régler le conflit, ce n'est pas de l'ingérence. Parce que les 3 pays... Mais vous pensez que quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de tentative ce que je veux dire, culturellement, les 3 pays que j'ai cités, culturellement, c'est des pays qui sont proches. Et dans la culture sociale de ces pays, il est possible de trouver des solutions. L'Afrique est riche dans la culture sociale. Essayons de trouver dans nos réserves culturelles, essayons de trouver dans ces réserves, de trouver des facettes pour répondre à des problèmes. Quand on lit Afrotopia de Philou Nsar, il a des exemples éloquents où certains ont pu résoudre des problèmes en partant de la culture africaine. Mais par contre, je ne regarde pas l'Afrique avec la loupe occidentale. Mais si, parce que vous dites votre postulat de départ, c'est quoi? C'est de dire, oui, mais dans l'Union africaine, on a quelqu'un qui a mis 40 ans au pouvoir et donc il ne peut pas venir régler un conflit. Et je vous ai posé le problème, je vous ai dit, mais Paul Kagame, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Non, là, on s'éloigne du sujet. Non, on est clairement dans le sujet. On est clairement sur l'Union africaine et son rôle. Là, on parle de crimes de guerre, de crimes sexuels, dus à un conflit interne entre le président et le vice-président sud-soudanais. Donc, qu'on recentre le débat.
comment faire que, même s'il y a des guerres, qu'on n'en arrive pas à de telles atrocités. Des crimes, on l'a vu au Congo, et des crimes sexuels comme armes de guerre. C'est quand même dramatique. Mais nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est sur le continent africain qu'on a ça encore. Donc, comment faire pour éduquer les populations ou peut-être même les dirigeants? Et la guerre ou les rébellions a certaines règles. Ce n'est pas partout dans le monde que l'arme sexuelle est utilisée comme crime quand on est en conflit avec l'autre. Il est important que nous, en Afrique, on puisse quand même si c'est un tout petit peu, nous discipliner et puis essayer de trouver des solutions endogènes, je suis d'accord, pour résoudre nos crises et ne pas aller à de telles atrocités. Alors, en ce qui concerne le Soudan du Sud, l'ONU appelle donc l'Union africaine à mettre sur pied un tribunal hybride pour juger les auteurs de crimes odieux. Pour le téléspectateur, Karine, je voudrais peut-être que vous nous rappeliez quelle est la particularité d'un tribunal hybride. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Non, mais je suis honnête envers vous. Quand on dit un tribunal hybride, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas juriste. Et puis, mais pour moi, je pense que comme ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire, comme ce qu'on a eu au Rwanda, quand effectivement, au Sénégal. Voilà, je ne sais pas si on a eu le même cas au Sénégal, mais je sais que notamment la Côte d'Ivoire, ils se sont présentés à l'ONU pour parler justement des tribunaux de réconciliation, pour parler de la justice des vainqueurs, pour parler de tout le processus qu'ils ont mis en place, et avec effectivement la particularité que l'ONU intervienne, mais que l'Union africaine aussi intervienne. Donc je pense, parce qu'on parlait effectivement de crimes, on parlait effectivement de viols, comme vous l'avez dit, il y avait énormément de victimes. C'est le cas aujourd'hui au Soudan du Sud. Là, il y a clairement des crimes qui sont reconnus. Donc maintenant, il faut mettre en place, ils l'ont dit déjà dans le reportage, il y a un certain nombre de tribunaux mobiles qui ont été mis en place, mais visiblement, cela ne suffit pas. Exactement. Allez-y. Moi, je dirais, au Soudan du Sud, l'Afrique n'a pas été absente. Bon, moi, je dirais, l'ancien chef de la diplomatie burkinabé, Djibril Bassolé, avait intervenu comme représentant de l'ONU au niveau du Soudan. Il avait eu des résultats. On a eu un accord de paix en 2015. Donc, pour dire que tout ce que l'Union africaine fait ou l'ONU n'est pas mauvais, mais il faut vraiment qu'on puisse trouver une justice qui ne soit pas une justice des vainqueurs, et c'est pour cela, d'où le nom d'hybride, qui ne soit pas une justice à l'occidental, une justice qui colle mieux à nos réalités, à l'image de ce qu'on a eu au Rwanda avec les Gacaca et autres, pour que et qui accorde une attention particulière aux victimes. Aux victimes, vraiment, oui. Pour qu'ils puissent vivre encore ensemble et qu'ils puissent construire la paix ensemble et qu'ils puissent développer leur pays si jeune. 2011. C'est un pays qui est vraiment jeune, tout neuf. D'où la nécessité d'avoir justement des personnes intermédiaires. Alors, Monsieur Mara, très rapidement, le gouvernement du Soudan du Sud a été pour la première fois convoqué devant une cour est-africaine de justice il y a quelques jours pour des crimes commis par ses services de sécurité. Est-ce que c'est un espoir aujourd'hui pour ce pays? C'est une preuve que la situation est en train de s'améliorer? On peut prendre ça comme étant un espoir, un élan d'espoir, surtout pour les victimes. J'ose espérer que dans l'avenir, beaucoup d'autres personnes viendront à l'appel et que beaucoup d'autres personnes viendront pour dire la vérité de ce qui s'est passé, et que les victimes sauront, en tout cas, auront le statut d'être reconnus en tant que victimes, et que ceux qui ont commis ces crimes soient jugés à la solde des forfaitures commis. Mais l'histoire politique du monde nous apprend que la justice appartient toujours aux vainqueurs. Donc, espérons que cela ne soit pas le cas. Merci, Monsieur Mara, pour toutes ces précisions et merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à vous, Monsieur Compaoré. Je vous remercie. D'avoir été avec nous. Et merci, Karine, pour avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.